l'essentiel soit sur l'investissement, parce que l'investissement derrière, c'est de l'emploi. Et notre objectif, en fait, c'est de garder les emplois et c'est de relancer l'emploi. C'est pas de mettre des pansements. En plus, on est dans un système dans lequel on a déjà beaucoup d'amortisseurs. Donc on est dans un système assez... Quand on compare, si vous voulez, avec les Britanniques, avec les Allemands, avec les Américains, c'est même pas toujours pertinent, parce qu'ils n'ont pas les mêmes amortisseurs que nous. Donc il y a automatiquement des systèmes qui se mettent en œuvre chez nous pour limiter les pertes de pouvoir d'achat, pour faire en sorte qu'il y ait des amortisseurs sociaux. On a d'autant plus besoin de concentrer le maximum sur l'investissement. Jean-Marc, un mot et la parole, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Limangan. Donc Jean-Marc, si vous voulez... Juste de façon assez simple, on a un omniprésident. Ouais. Qui est par ailleurs un omnicommunicant. Et il loupe beaucoup d'éléments de communication positifs. Par exemple, il est clair que si les Français avaient enregistré le fait que le taux de rémunération du livret A était à 3,5 et non pas à 2,5 pour 3 mois, là, ce qui a été décidé récemment par le gouvernement dont vous faites partie, madame. Et évidemment, c'était une mesure symbolique d'augmentation du pouvoir d'achat. De la même façon, le fait que peut-être parce que c'est Jacques Chirac qui s'était beaucoup battu dessus. Tout d'un coup, on va diminuer le taux de TVA dans la restauration à 5,5. Oui. Personne n'en parle. Ah, on va en parler. Et ça, pour le public, l'Allemagne va peut-être donner son feu vert. Ce sont des mesures d'augmentation de leur pouvoir d'achat plus que les plans des socialistes. Attendez, on va en parler de la TVA, mais d'abord, on revient sur ce que disait Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous savez, sur l'eau dans le sable. Quand on relance la consommation, ça part en épargne ou ça part sur des produits achetés à l'étranger. C'est une critique qui semble juste. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, 2 remarques. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. La comptabilité nationale montre que sur 1000 euros de dépenses des ménages en consommation, 70 milliards seulement, c'est sur 1000 milliards, pardon. 70 milliards seulement se portent sur les importations. Le reste, ça va sur le marché intérieur et 75% de la production est écoulée aujourd'hui sur le marché intérieur. Et la preuve, la consommation est devenue le principal moteur de la croissance depuis le début de la décennie. Ça prouve bien que les gens consomment sur le territoire français. Sinon, la consommation ne serait pas le principal moteur de la croissance dans un contexte où l'investissement est en panne. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que Nicolas Sarkozy lui-même est revenu à des recettes dignes du général de Gaulle. Moi, j'ai bien écouté son discours lorsqu'il a annoncé son plan de relance. C'est plein d'accents gaulliens que Henri Guénaud lui a préparé. Un retour à une certaine forme d'interventionnisme avec du protectionnisme du type je vais aider seulement si les entreprises produisent sur le territoire français, etc. Donc ça rappelle quand même une période où la droite était beaucoup plus volontariste que libérale. Et il y a un tournant chez vous-même. Il y a un tournant dans le discours de la droite elle-même. Là, il faut le souligner. Nathalie Kosciusko-Morizet, et puis la parole à Philippe Chalmin ensuite sur la fameuse TVA dans la restauration. Nathalie. Moi, j'aime bien les accents gauliens, je les renie pas, mais c'est quand même légitime. C'est des vieilles recettes aussi. C'est des bonnes recettes. Oui, mais c'est quand même légitime. Des bonnes vieilles recettes. Quand on met de l'argent. Oui, mais là, je vous parlais de vieilles recettes qui n'avaient pas marché. Celles du général de Gaulle. Elles avaient beaucoup mieux marché qu'on le dit. Elles avaient beaucoup mieux marché que Reagan et Thatcher à la même époque, qui étaient en récession alors que nous étions en croissance. Mais surtout, c'est légitime quand on met de l'argent public. Donc de l'argent des impôts, de se poser la question de savoir où il va aller et de préférence qu'il aille dans l'économie nationale et qu'il aille dans les emplois. Quand vous regardez, on le fait sur toutes les politiques. Moi je le fais là sur les plans d'équipement, sur l'économie numérique. On le fait, moi je le faisais sur l'écologie. Quand vous lancez des plans sur les énergies renouvelables ou quand vous mettez en place quelque chose sur le bonus-malus, vous vous posez quand même la question de savoir si ça va rester en France. Alors la TVA, c'est la même chose. Si c'est pour baisser d'un point, comme le propose le Parti socialiste uniformément, ça se perd. Alors ça va pour partie en France, mais pas que en France. En revanche, l'intérêt de la mesure sur la restauration, c'est que la restauration, elle est là, elle est non délocalisable, on mange sur place. Tout ça part pas à l'étranger. Ça part pas à l'étranger. Voilà. J'ai rien contre les étrangers, comprenez-moi, mais on est en situation de crise. On préférait que l'argent public soit dépensé au profit de nos territoires. Alors sur la TVA, sur la restauration, je donne juste le contexte. Promesse de Jacques Chirac, reprise par Nicolas Sarkozy. Manifestement, l'Allemagne va peut-être donner son faveur. Ça va peut-être se faire. Philippe Chalmin, c'est bien ou c'est pas bien? Je dis que ça n'a aucun intérêt. Pourquoi que ce ne sera pas créateur d'emplois, parce que malheureusement, c'est un secteur dont on sait qu'il tient assez rarement ses promesses. Attendez, cela permettra. Vous nous dites que les hôteliers-restaurateurs vont se mettre ça dans la poche, quoi. Je dis que ça leur permettra peut-être, parce qu'ils souffrent à l'heure actuelle, de mieux survivre. Et surtout, je dis que la France n'en a pas les moyens. Le coût d'une telle mesure se mesure en milliards d'euros. Là, je dis que ce ne serait pas sérieux ni raisonnable, étant donné le déficit budgétaire français. Je voudrais simplement rappeler une chose, parce que mon voisin... Alors,
25 milliards ici, mon voisin dit 50 milliards, et puis aux États-Unis on dit 650 milliards, etc. On a l'impression que plus on en met, mieux c'est. Je voudrais simplement rappeler et faire une comparaison. Et ce sera le mot de la fin, Philippe Chalmin, lorsque vous arrosez votre jardin, vous avez deux manières de faire. Soit vous prenez un jet, vous faites de l'irrigation par aspersion, et il y a beaucoup d'eau qui se perd. Soit vous faites du goutte à goutte. C'est beaucoup moins spectaculaire, c'est beaucoup plus compliqué, ça coûte moins cher, et c'est plus efficace. Un bon plan de relance, justement sur l'investissement, ça doit être du goutte à goutte. Philippe L'aspersion Chalmin, du pouvoir d'achat, j'y crois ce pas. sera le mot de la fin. Le goutte à goutte, c'est mieux. Dixit Philippe Chalmin. Merci à vous trois. Le Monde à faim, votre dernier livre, Philippe Chalmin, qui vient tout juste de sortir chez Bourrin Éditeur. Sarconomics, votre dernier ouvrage, Lingannock, chez Grasset. Merci à vous trois. Après le débat de la semaine, le mot de la semaine, celui qui s'est imposé dans l'actualité de ces derniers jours, que va décrypter pour nous dans un instant notre spécialiste des mots, notre sémiologue, Mariette Darigrand. Ému, enthousiaste et plein d'espoir. Nous sommes ici parce que nous avons choisi l'espoir plutôt que la peur. L'espoir pour tous. Obama incarne l'espoir d'une Amérique nouvelle. Une nation rassemblée dans l'espoir de renouer avec le rêve américain. C'était incroyable de voir son sourire et de savoir qu'il y a de l'espoir pour l'Amérique à présent. Espoir, c'est donc le mot de la semaine. Mariette Darigrand, un mot cher à Barack Obama. Oui, il l'a encore redit l'autre jour, l'espoir contre la peur. C'est ça le sens de son élection pour lui. Alors c'est intéressant pour nous Français de revoir ce mot ressurgir dans le débat public parce que chez nous, ces dernières années, c'était pas ce mot-là qui prévalait, c'était le mot espérance. Alors, espoir, espérance, ça semble très proche. Il y a une nuance. Il y a une grande nuance, c'est que espoir appartient à la langue politique et espérance appartient à la langue religieuse. C'est quand même pas la même chose et en plus pas n'importe quelle religion. Avec espérance, on est au cœur du dogme catholique. Vous savez, c'est les trois grandes vertus, la foi, la charité, l'espérance. Du dogme catholique. Bon, dans la classe politique, certains de nos responsables ont utilisé ce mot d'espérance. Beaucoup. Alors beaucoup de politiques, mais même des politologues, des sociologues, c'est à la mode. Mais dans nos deux candidats à la présidentielle et le président actuel, Ségolène Royal comme Nicolas Sarkozy, ont beaucoup employé ce mot. Nicolas Sarkozy d'ailleurs a fait un livre, La République, les religions, l'espérance. Il avait bien vu que quelque chose prenait avec ce thème-là, semble plus porteur, plus poétique, plus métaphysique aussi, une société qui cherche du sens. Et justement, à propos de ce mot espérance, est-ce qu'on a trop d'espérance on en parlait tout à l'heure avec Nathalie Kosciusko-Morizet, en Barack Obama? Je pense que oui, si l'on reste dans le paradigme, si vous voulez, de la religion, si on est un peu mystique, alors oui, si on pense qu'Obama c'est le Christ, on va être déçu. L'espérance nous conduit à la désillusion. Mais l'espoir, si on reste ancré dans la langue politique et le schéma politique, pourquoi ne pas s'enthousiasmer et prendre l'espoir politique là où il est, c'est-à-dire c'est quand même pas tous les jours. Et à ce moment-là, on voit bien que le contraire, si vous voulez, d'espoir, ça n'est pas désillusion. Le contraire d'espoir, c'est désespoir. Or, désespoir, il y en a beaucoup dans notre société, et en particulier chez des gens qui se détournent de la chose publique, qui tombent dans des formes de dépression ou d'addiction. Donc, l'espoir est intéressant pour nous. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, Nathalie Kosciusko-Morizet, en cette période de crise, l'espoir que symbolise Barack Obama, il est plutôt bienvenu. Et en même temps, je trouve que le mot espérance, c'est un mot superbe. Et en même temps que vous parlez, je me dis, mais pourquoi est-ce que moi je préfère le mot espérance? Vous avez compris, vous avez vu votre enfance, vous avez vu votre système de pensée et votre éducation peut-être religieuse. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose de sentimental dans le mot espérance. Pour vous qui êtes sûrement d'origine catholique. Mais pas seulement, il me semble qu'il y a du sentiment dans ce mot-là, qui de manière plus claire, plus forte que dans le mot espoir. Mais enfin bon. En tout cas, Mariette, on va essayer de garder espoir. Moi, c'est le message que je retiens. Vous restez avec nous parce que Mariette Darigrand va vous écouter avec attention, Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est terrible parce que je vais me mettre à réfléchir aux mots que j'utilise. Mais gentiment. Et elle nous dira à la fin, tout à l'heure, ce qu'elle pense de vos mots à vous, de ce qu'il y a derrière les mots du politique. Allez, c'est l'heure maintenant du grand reportage de Comme un vendredi. Vous savez, l'espérance de vie, ne cesse de grimper en France. L'espérance, tiens, justement. Oui. On en est à où? 77 ans pour les hommes, 84 ans pour les femmes. Et les centenaires sont de plus en plus nombreux dans notre pays. Aujourd'hui, ils sont à peu près 13 000. Ils pourraient, d'ici 2050, être 60 000 centenaires en France. Quels sont les secrets de ceux qui vivent ainsi longtemps et puis en pleine forme? Regardez Éternelle jeunesse, l'enquête d'Isabelle Saboureau et Charles-Henri Carlier. Quelques petits exercices pour garder la forme. Pour un centenaire, Pierre Gérald est un phénomène. Vous faites ça combien de fois par jour? Ça, 3 fois par jour.
Le matin, l'après-midi et le soir. Mais je ne fais pas d'abdominaux en ce moment. C'est pour ça que je suis gros. Regardez, je suis énorme. Vous trouvez pas? Ah, puis je fais ça aussi pour galber les mollets. Puis je fais ça. Coquet, alerte, malicieux, il se joue du temps qui passe. Maintenant, j'ai 102 ans. Même plus, j'ai 102 ans et 6 mois. J'ai un tas de jeunes autour de moi. Je suis aimé par des jeunes. J'ai horreur des vieux. Et je vois votre visage souriant et ça me donne du courage à vivre encore. Là, j'avais 80 ans. On dirait pas, hein? Je suis étonné d'être vivant. Tous les matins en me réveillant, je suis de bonne humeur. Tiens, je suis encore là. Comment ça se fait? Et si c'était l'aventure la plus audacieuse de notre siècle? Arrêter de vieillir. Quel que soit le prix à payer. Montreux, au bord du lac Léman. La prestigieuse clinique de la Prairie. Ici, à l'abri des regards, on vous propose une véritable cure de jouvence. One, two, three. Des clients fortunés, souvent célèbres, viennent s'offrir une seconde jeunesse. Anna, 63 ans, est une inconditionnelle. C'est son 13e séjour ici. Vous avez choisi vos menus pour demain. Pour 15 000 € la semaine, elle dispose d'un coach personnel, de soins esthétiques, mais ce qui l'intéresse surtout, c'est ce qui fait la renommée de la clinique, ce mystérieux élixir à base de fœtus d'animaux. Ça, c'est la base de l'extrait de foie qui est lyophilisé. Là, vous voyez la substance en poudre, lyophilisée comme du Nescafé, et ça va être solubilisé et ensuite enveloppé dans un gel protecteur. Et puis c'est avalé comme cela. Objectif, booster l'organisme, redonner un coup de fouet au système immunitaire. Oui. Cette thérapie cellulaire est légale en Suisse, mais interdite en France. Mais disons, la nouveauté réside dans le fait qu'on peut donner l'extrait par la bouche. Ouais. Est-ce que vous savez en quoi ça consiste Non, parce que alors c'est quelque chose de médical. Et ça, moi, je ne sais pas expliquer. Mais l'explication qu'on donne et qu'on reçoit, c'est suffisante pour croire que ça fait du bien. Voici l'heure de la potion. De l'extrait d'hémoglobine de fœtus de mouton. Allez-y, asseyez-vous. Ok. Comme ça, c'est... Ouais.